J'ai le plaisir, du coup, de faire appel maintenant à Mathieu Sojo, qui est coordinateur au sein de l'IDRI, donc coordinateur sur tout ce qui est mode de vie et alimentation aussi. Et donc l'IDRI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut de développement durable et des relations internationales. Mathieu, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin et aussi pour avoir écouté des passionnantes interventions. Je dois dire que je suis encore en train de digérer le tableau hyper nuancé et riche d'Émilie. Et je vais essayer d'ailleurs de m'appuyer là-dessus pour la suite. Alors j'ai bien conscience d'être le dernier élément qui vous sépare du déjeuner, ce qui me donne une grande responsabilité. Alors déjà, je n'ai pas mis de photos de burgers dégoulinants en gros plan, parce que alors, en général, on fait souvent ça. On dit qu'il faut arrêter de manger de la viande, et puis on met une grosse photo de burger. J'ai essayé d'éviter. Alors juste oui, pour l'IDRI, juste pour dire un mot, parce que ça va donner des éléments, un peu de cadrage sur ma présentation. Donc, nous, on est une fondation de recherche et un think tank sur ces questions de développement durable. Ça veut dire que notre rôle, c'est d'aller chercher les informations, les connaissances dans le milieu de la recherche, essayer de les traduire pour les décideurs publics et privés. On est reconnu d'intérêt public, tout ce qu'on produit est sur nos sites, donc les études que je vais mentionner. Du coup, cette présentation, finalement, ça va peut-être ajouter une petite couche à ce qui a été présenté précédemment, avec une vision un peu plus globale, mais qui va, je pense, atterrir sur un peu vraiment les mêmes conclusions sur les changements qui sont nécessaires. Alors simplement, moi je voulais juste vous rappeler le contexte écologique plus global. Pourquoi on parle d'alimentation? Pourquoi c'est fondamental d'avoir des changements dans notre alimentation? Rappeler aussi le diagnostic, alors beaucoup plus simple que le tableau de la consommation à court terme qui vient d'être dressé, qui était très fin. Là, simplement où on en est sur ces enjeux notamment de consommation de viande. De partager une conviction qu'on a forgée avec ce travail, avec toutes ces publications, c'est que on ne sortira pas de ces niches, on ne fera pas la transition sans une action publique qui soit vraiment volontariste. Et je le précise tout de suite en le disant, je le dis pas du tout de manière orthogonale aux initiatives privées. Je pense que justement, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont mis en place énormément de choses ces 20 dernières années, que c'est le bon moment pour qu'il y ait un coup d'accélérateur de l'action publique. Et puis, un petit point sur une étude qu'on vient de publier en septembre sur le rôle de la grande distribution. Alors, vous avez sûrement déjà vu ce graphique, qui d'ailleurs vient d'être renouvelé, puisqu'il y avait certaines limites qui n'étaient pas encore bien évaluées. Ce graphique, il donne à voir la capacité de la planète à nous offrir un monde habitable. C'est très sympa de la part de la planète de nous offrir cet espace-là qui est habitable. Malheureusement, ces travaux assez fondamentaux des 20 dernières années ont été en capacité d'essayer d'évaluer à quel point on tire un peu sur la corde sur un certain nombre de grandes limites. Ce que je voulais juste dire ici, c'est que l'agriculture, comme secteur mondial, est un des secteurs qui contribue de manière assez significative à dépasser certaines de ces limites. Alors c'est évidemment clair sur l'azote, sur le phosphore, les liens avec la biodiversité, le changement climatique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement pour rappeler ça. Si l'agriculture et l'alimentation sont aussi importantes, c'est parce qu'ils mettent en danger ces limites de la planète. Alors si on réfléchit à l'échelle française, on retrouve la même logique. Si on prend que l'empreinte carbone, c'est à peu près un quart de l'empreinte des ménages français. Et puis l'agriculture, ce n'est pas que du changement climatique, c'est aussi l'impact sur tous nos écosystèmes, les sols, et donc on sait que c'est un des déterminants importants de perte de biodiversité. Et nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous à l'IDRI, de toujours avoir ces deux pieds, un pied climat, un pied biodiversité. Ça nous amène aux deux questions qu'on a déjà largement discutées ce matin. Qu'est-ce qu'on produit? Et il s'avère qu'on produit trop de produits animaux sur cette planète. Et comment on le produit? Est-ce qu'il y a des modes plus vertueux, plus de qualité? Et puis, dans ce contexte-là, il y a de nombreux travaux scientifiques qui décrivent des cibles à atteindre. Alors ces cibles, c'est des ordres de grandeur. C'est là pour nous orienter. Ce n'est pas évidemment des chiffres qui sont gravés dans le marbre. Là, je donne cet exemple qui est une grande publication internationale qui a essayé de croiser santé et environnement et qui a essayé de décrire ça serait quoi un régime durable à l'échelle de la planète. Mais il y a d'autres travaux à l'échelle française, européenne, et ils convergent vers cette nécessité d'avoir des régimes plus végétaux, largement plus végétaux, et puis de l'associer à de l'agriculture de qualité. Donc voilà, vous avez ces éléments en tête, je voulais juste les reclarifier.
Alors, sur cette question du diagnostic, ça peut paraître assez simple. Vous me direz, bon, si on veut savoir combien on consomme de viande, il suffit d'aller sur Internet, de cliquer, puis on va trouver la donnée très claire qui nous dit où est-ce qu'on en est. Puis d'ailleurs, on a tous l'impression que finalement, ça a pas mal baissé, cette consommation de viande, à force qu'on en parle, que les gens déclarent aussi qu'ils veulent baisser, on y reviendra. Et en fait, la première réalité, c'est qu'en fait, c'est pas si simple. Il faut croiser plein de bases de données pour se faire une idée précise de ce qu'on consomme en vérité en France, et c'est notamment nos collègues d'i4C qui ont fait ce travail. Et puis, on se rend compte du coup que, en vérité, les changements sont plutôt timides, même s'ils sont dans la bonne direction. Alors, de manière un peu qualitative, oui, il y a des régimes à dominante végétale qui sont en croissance, mais c'est de manière assez faible. Le poncif de dire que les plus jeunes seraient plus écolos, alors oui, il y a plus de régimes sans viande, mais globalement, on n'observe pas d'effet générationnel important. Et puis sur les aspects produits de qualité, on en a parlé abondamment juste avant. Tout simplement pour dire que oui, on est dans une société où le régime omnivore, avec une part importante de produits carnés, elle est centrale dans notre culture. Émilie a fait référence tout à l'heure. C'est l'état de la situation. Et si on regarde les chiffres globaux, du coup là en rouge c'est la consommation par personne. Et ben ça c'est finalement, donc c'est une publication de nos collègues d'i4C. C'est un résultat finalement qui a pas mal surpris parce qu'il y avait cette idée corroborée par d'autres études un peu plus partielles qui disaient oui ça baisse vraiment. Alors oui, il y a eu une baisse depuis les années 90, mais depuis 2012 c'est loin d'être clair, stabilisation voire légère réaugmentation. Donc évidemment que nous, c'est pas une super bonne nouvelle pour nous. En tout cas, en croisant tout ça, on se dit en fait cette transition elle n'a pas vraiment commencé alors même que plein de choses sont faites. Alors, il y a un élément qui est ressorti assez clairement de la revue de la littérature scientifique et que je vais vous présenter de manière finalement beaucoup plus concrète, et c'est une autre façon avec laquelle on y est fait face. On s'est retrouvé face à ce paradoxe en travaillant aussi avec les acteurs. Je crois que Benoît Granier, vous avez rappelé tout à l'heure les résultats des sondages. Près de la moitié, voire plus des Français déclarent avoir baissé leur consommation de viande. Entre un tiers et trois quarts des Français déclarent vouloir continuer à baisser leur consommation de viande. Or, comme je l'ai montré précédemment, ça ne se retrouve pas dans les chiffres globaux. Et donc, il y a une première interprétation à ça. Les gens sont irrationnels. Oui, on l'est tous un petit peu. Incohérents, inconsistants. Alors oui, c'est sûrement une part de la réalité. Il y a un décalage entre le déclaratif et le réel. On est arrivé à une conclusion beaucoup plus simple qui était que dans une société où la viande elle a une place centrale historiquement, tout ce qui nous influence au quotidien et qu'on va appeler par la suite les environnements alimentaires favorise la consommation de viande. Et que donc il y a un décalage entre ce qu'on perçoit, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait en réalité, la différence entre le vouloir et le pouvoir de tout à l'heure, et par ailleurs en plus de la viande incorporée dans aussi une plus grande diversité de plats. Et donc, ça nous a posé une question parce que finalement, on s'est dit, mais depuis 20 ans, et notamment les acteurs publics, se sont mis dans une logique du consommateur responsable en disant le consommateur va avoir des préoccupations. C'est les petits nuages avec des points d'interrogation. Et ces préoccupations, progressivement, il va les traduire en actes. Et puis, vu que le consommateur est assez puissant, il va faire évoluer l'ensemble du secteur autour de lui. Et puis là, on se rend compte, finalement, non, la préoccupation, elle ne se transforme pas en action. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une hypothèse, il y a des hypothèses là qui ne fonctionnent plus. Et donc, nous, il nous semble que cette logique qui était très pratique pour les acteurs publics, de dire finalement, on va mettre en place un certain nombre de choses, j'y reviendrai tout à l'heure, mais fondamentalement, c'est le consommateur, c'est l'individu qui va être responsable de ces changements. C'était assez pratique pour les décideurs politiques. Il nous semble qu'elle n'arrive pas à produire les résultats. Donc les préoccupations ne se transforment pas en action, et puis on pourra y revenir. Il y a un certain nombre d'éléments en sociologie qui expliquent pourquoi, par exemple, la consommation engagée d'un groupe social ne va pas se diffuser aux autres groupes sociaux parce qu'il n'y a pas toujours du mimétisme. Il y a des frontières symboliques qui peuvent exister sur le bio, etc. Tout ça, pour nous, en fait, ça pointe sur un élément sur lequel je vais continuer, ce sont les environnements alimentaires, donc l'offre physique, économique, les messages socio-culturels et les informations ensemble qui structurent
très concrètement la façon dont on s'alimente. J'aime bien cette citation du professeur Zetoun, c'était une tribune dans Le Monde. Alors lui, c'est le versant santé, mais je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant pour comprendre les limites d'un consommateur responsable de sa santé. Le système alimentaire du XXIe siècle rejoue le livre de la jungle en lâchant les gens dans une forêt de risques qu'ils doivent éviter d'eux-mêmes pour s'en sortir. Laisser l'offre de risques progresser en espérant que la demande résistera est un rêve dont le résultat est dramatiquement inefficace. Je trouve que, en tout cas, il a eu le mérite là de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment important. Ça nous amène à quelque chose d'assez simple qui est il faut faire évoluer l'offre. Petite anecdote, on travaille avec une sociologue qui s'appelle Sophie Dubuisson-Kelly à Sciences Po depuis 3-4 ans. On connaît très bien ces sujets d'alimentation. Donc quand on est allé la voir au début en disant expliquez-nous comment on fait changer, c'est très complexe, toutes ces relations sociales, comment on fait changer l'alimentation. On se dit, il faut faire changer l'offre. Bon, ça nous a donné une direction pour nos travaux. Alors, une fois qu'on a dit que l'environnement alimentaire il est important, comment on le fait évoluer, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quelles sont les pistes? On a fait un gros travail, en l'occurrence mon collègue Charlie Brocard, avec cette publication qu'on a sortie en mars, donc, qui visait à contribuer à la stratégie nationale alimentation qui est en cours de discussion et de construction dans les ministères aujourd'hui. Et donc nous, l'objectif, c'était vraiment faire une revue de l'existant, comprendre ce que nous dit la littérature scientifique et essayer de voir ce qu'on peut en faire. Donc je redis, en tout cas, à la lecture de tout ça, notre conviction, c'est que cette action publique forte, elle est indispensable. Et elle va en fait se déployer avec tous les autres acteurs. Alors déjà, le premier constat, c'est que quand on cherche la stratégie alimentation de la France, elle n'existe pas. Et qu'il faut donc aller piocher. Et mon collègue, du coup, a fait un effort assez fastidieux d'aller regarder dans 15 plans et stratégies, dans 6 grandes lois, pour arriver à relister finalement tout ce qu'on fait déjà dans le cas français, essayer de catégoriser tout ça. Donc la première nouvelle, c'est oui, en fait, on fait déjà des choses dans les différentes sphères de cet environnement alimentaire, je le rappelle, cet environnement physique, l'offre que l'on voit dans son quartier, dans son magasin, les politiques prix de marge, les contenus socioculturels et puis les informations. Donc oui, on fait des choses dans ces 4 axes et on sait que c'est crucial. Mais quand on les évalue avec plus de détails, en fait, on se rend compte que ces politiques sont mises en place de manière assez molle, avec très peu de financement, rarement de l'évaluation. Et donc, finalement, ça dresse un tableau qui est, oui, il y a des choses, mais en fait, on est loin d'avoir les éléments qui permettraient de changer de braquet. Donc, nous, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail là des propositions, mais on s'est mouillé en essayant de s'appuyer sur toutes les initiatives privées, les initiatives de nos voisins européens, en essayant de dire, mais en fait, on peut faire des choses avec un élément évidemment important dans les débats agricoles et alimentaires que vous connaissez. Dès qu'on parle de changer les comportements et les modes de vie, il y a la question de la liberté, évidemment, qui va être assez facilement mobilisée pour dire mais non, mais ce n'est pas acceptable. Et nous, l'idée, c'était de dire en fait, c'est pas aussi simple de dire liberté, pas de liberté. C'est qu'en vérité, en tant que consommateur, en tant qu'individu, notre parcours d'alimentation, il va de toute façon être structuré par la décision d'une multitude d'acteurs qu'on ne maîtrise pas totalement. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. C'est cet environnement qu'il faut changer. Il ne s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est de dire on va faire évoluer cet espace dans lequel on se meut tous les jours et dans lequel on prend un certain nombre de décisions. Donc, il nous semble qu'il y a des choses à faire, renforcer l'existant, et puis créer des résonances. On a eu souvent cette impression que cette préoccupation environnementale dans la consommation, elle allait s'exprimer toute seule, mais en fait, il faut qu'elle fasse sens. Et pour qu'elle fasse sens, il faut qu'on envoie une diversité d'indices dans notre vie quotidienne. Souvent, j'aime bien l'exemple de dire, on me pose la question, est-ce que l'éducation à l'alimentation durable à l'école, ça serait une super mesure? Oui, ça serait sûrement une mesure super intéressante, mais ce qui sera intéressant, c'est quand il y aura une éducation à l'alimentation durable, le changement du repas à la cantine avec des options végétariennes et l'explication, un affichage environnemental alimentaire sur une appli que j'utilise avec mes parents quand je fais les courses le week-end, et pourquoi pas le Graal de notre profession, un Top Chef Veggie le lundi soir sur M6.
ça va peut-être arriver. Il y a l'idée qu'il y a une forme de cohérence, c'est-à-dire qu'on me dit quelque chose d'un côté et je le vois, j'en ai des preuves dans mon quotidien. Dernier point, et qui va être assez rapide parce qu'en plus on en a déjà un petit peu parlé, simplement pour vous dire que nous on travaille aussi à l'échelle européenne. Et à l'échelle européenne, il y a eu quelque chose qui s'appelle la Farm to Fork, qui a été mis en place tout au début de la mandature de von der Leyen, qui était de dire qu'il faut changer le système alimentaire européen de la fourche à la fourchette. Et dans ce cadre-là, il y avait l'idée d'avoir une grande loi sur les systèmes alimentaires. Je ne vous cache pas que c'est un peu mal engagé et pas du tout certain que ça puisse sortir avant la fin de la mandature. En tout cas, clairement, il y a de plus en plus d'acteurs politiques à ce niveau-là qui se disent les acteurs du milieu de chaîne, distribution, transformation, vont être des acteurs assez fondamentaux. C'est sur eux qu'il faut faire bouger les choses. Et donc, typiquement, il y a des réflexions sur des formes de régulation. On verra ce qui se passera dans la prochaine mandature. Ce que je veux dire ici, très simplement, c'est de dire l'Europe régule les vendeurs et les producteurs de voitures. Il n'y a aucune raison que l'Europe ne régule pas les producteurs et les vendeurs d'alimentation. Et donc, il s'agit de discuter comment on fait ça le mieux possible. Nous, on s'est intéressé donc, dans cette publication qu'on vient de sortir à la grande distribution parce qu'il nous semblait que c'était un acteur assez incontournable. Je ne vous apprends rien, mais c'était intéressant de regarder aussi ce que nous disait la littérature sur son pouvoir, qu'il soit économique, normatif, discursif aussi, un discours de ce qu'est une bonne alimentation ou politique. Il nous semble aussi, et encore une fois, on l'a vu avec toutes les dernières présentations, il y a énormément d'initiatives, énormément de choses qui se font. Et donc, voilà, la question qu'on se pose, nous, c'est comment on peut passer à l'échelle avec une action publique qui viendrait en cohérence avec ça. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était d'analyser le fait que ce secteur, comme d'autres secteurs, fait face à des défis, indépendamment de la question écologique, et donc est de toute façon en train de bouger pour plein de raisons différentes, en termes de financement, d'évolution des modes de consommation, etc. Et donc, il s'agit de se dire, dans ces transformations, quelle serait la place de la transition écologique. Encore une fois, avec le même code couleur, on ne change pas. On a fait des propositions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça reprend pas mal de choses qui ont été discutées ce matin. En tout cas, il nous semble qu'on peut avancer là-dessus. Et nous, notre ambition, c'est dans cette stratégie nationale alimentation là, qui est dans les mains des ministères en ce moment, en train d'être finalisée, est-ce qu'on peut commencer à faire des pas en avant en disant à 2030, elle devrait ressembler à quoi la grande distribution et comment on y va de manière volontaire, de manière plus encadrée. Il y a plein de choses possibles à faire. Voilà, et ça c'était le petit résumé. Merci.